tous. Nous accueillons ce soir Madame Nathalie Pijard-Micot. Prenez le micro parce que... Alors, je prends le micro. Donc, nous avons la joie d'accueillir ce soir Madame Nathalie Pijard-Micot, qui est responsable des ressources documentaires du musée Curie, qui est elle-même historien des sciences et historien des... Excusez-moi, j'ai la... Vous m'avez... je suis en histoire et en épistémologie des sciences. Voilà, merci beaucoup, j'avais peur de me tromper. Alors, plusieurs d'entre vous ont peut-être visité déjà le musée Curie avec Madame Pijard. Elle a travaillé longtemps sur l'histoire des femmes médecins au XIXe siècle et ensuite a travaillé sur les femmes scientifiques au musée Curie. Elle est l'auteure de 3 ouvrages qu'elle a bien voulu nous apporter ce soir et qui sont à votre disposition si vous voulez les consulter et même lui demander de vous les dédicacer. Je vais lui passer tout de suite la parole parce qu'elle aborde un très grand sujet. Merci. Alors, je vais essayer de parler sans micro, mais si jamais ça ne suffisait pas, vous me faites signe et je prendrai le micro. Tout le monde m'entend? Bon. Oui, mais si ça passe sans micro. Donc voilà, être une scientifique autour de Marie Curie, c'est un sujet en soi. Pourquoi ? Parce que quand en Europe et même dans le monde, on demande aux gens, il y a des études menées en Irlande notamment, de leur citer une femme scientifique du passé, systématiquement le nom de Marie Curie revient, où qu'on soit placé dans le monde. Ensuite, si on demande à ces mêmes personnes de citer une femme scientifique autre que Marie Curie, soit les gens ne savent pas quoi répondre, dans le pire des cas. Dans un second cas, généralement ils citent une femme qui a percé dans leur propre pays. Rarement sont connues d'autres femmes scientifiques que Marie Curie. Alors Marie Curie, effectivement, elle apparaît comme, je dis bien comme, une exception, puisqu'elle est la seule femme à avoir reçu 2 prix Nobel, un en physique en 1903 en partage avec Pierre Curie et Henri Becquerel, et un autre en chimie sans partage en 1911. Elle est aussi la première femme professeure d'université en France en 1908. Elle n'est pas la première enseignante de la Sorbonne, mais première femme professeure. Elle a été la première femme membre libre de l'Académie de médecine en 1922. Et enfin, c'est la seule femme scientifique, pour le moment, inhumée au Panthéon. Alors, c'est une image dominante, et quand on parle de l'histoire des femmes en sciences, c'est l'image de Marie Curie qui arrive dans les essais. Alors, à travers cette image de Marie Curie, dans l'imaginaire, on y voit aussi des diplômes, un doctorat en sciences. On lui attribue d'ailleurs à tort souvent le premier doctorat scientifique en France pour une femme, ce qui est totalement faux. Mais c'est des diplômes, un laboratoire. Alors celui de l'école municipale de physique-chimie industrielle, aujourd'hui ESPCI, où ils ont découvert le polonium et le radium, ou l'Institut du radium. On oublie toute la période du laboratoire Recuvier, généralement. Enfin, un domaine disciplinaire bien défini, la radioactivité, et une reconnaissance nationale de son vivant, et qui va croître après son décès. Enfin, on attribue une découverte. Alors, si on part de cette définition d'une scientifique au niveau historique, on s'aperçoit que Marie Curie n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres. On a Hertha Ayrton qui a inventé l'arc électrique en Angleterre et qui connaissait très bien Marie Curie. On a évidemment sa fille, Irène Joliot-Curie. On a
qui est de la même génération que Irène Joliot. Et bizarrement, ces noms-là n'apparaissent pas forcément dans les questionnaires. Mais ce que révèlent surtout les images et ces questionnaires, c'est qu'on a une vision très nationaliste des femmes scientifiques. Si vous regardez les manuels scolaires aujourd'hui, dans les manuels de sciences, on vous cite Ampère, Galilée, Copernic, Volta, éventuellement Ramsay ou Rutherford. Alors, on s'aperçoit que la science est représentée par des hommes des pays occidentaux. On commence à parler un peu des mathématiciens arabes, mais très peu. On ne vous parlera pas des sciences qui se sont développées en Afrique ou en Asie. Et c'est une science très des pays de l'Ouest. Par contre, quand on voit les femmes scientifiques représentées dans les manuels scolaires, depuis quelques années, il y en a une ou deux autres qui apparaissent, Émilie du Châtelet ou Madame Lavoisier, de temps en temps. Sinon, ce n'est que Marie Curie. Mais s'il y en a une ou deux autres qui apparaissent, ce sont des Françaises. C'est une vision très nationaliste de l'histoire des femmes en sciences. Alors, je vous ai dit ici quelques portraits de femmes qui ont travaillé avec Marie Curie, on en reparlera, mais sachez déjà que ces femmes, dans leur propre pays, normalement, sont reconnues. Donc, Ramsay en Suède, Wrangel en Allemagne, Maracineanu en Roumanie, Brooks au Canada, Dora Blaschke en Pologne, Rona, elle a fait en Hongrie, mais elle a fait aussi aux États-Unis, Cordyzet aux États-Unis, Blau en Autriche, Marquez au Portugal. Il y a un certain nombre de femmes qui ont eu des rôles déterminants dans l'évolution de leurs sciences, des sciences dans leur pays. Alors, si on regarde dans une vision française, mais beaucoup plus contextualisée, on s'aperçoit qu'en fait, des femmes scientifiques, il ne pouvait pas y en avoir énormément. Parce que déjà, il ne pouvait pas y avoir énormément d'hommes scientifiques. Puisque, si on regarde, pour être dit scientifique, il faut au moins avoir le baccalauréat. Et si on regarde le nombre de bacheliers en 1931, vous voyez qu'il est très bas. Donc imaginez que pour les femmes, c'est encore plus bas. Alors en 1930, il n'y a que 0,46% des hommes de 20 ans, c'est-à-dire ceux qui passent le service militaire, donc à qui on demande le niveau d'études ou qu'on fait des tests de niveau d'études, qui possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc ce qui fait très peu. Alors, dans cette vision plus large qui a contextualisé à la société, on peut définir la scientifique, non pas comme aujourd'hui celle qui fait systématiquement de la recherche dans un laboratoire, mais plutôt celle qui a une licence de sciences et qui se destine non à l'enseignement secondaire, mais à la continuité d'études, la pratique scientifique en laboratoire, universitaire ou industrielle. Et là, on arrive déjà à un nombre bien plus important de femmes scientifiques qu'une personne, Marie Curie. Alors, un petit peu de rappel historique, c'est en 1968 que la première licence de sciences est décernée à une femme qui s'appelle Emma Cheney. Et cette femme a dû s'inscrire à la faculté en 1967. On n'a pas encore réellement déterminé son inscription, ses premières inscriptions à la faculté, en 1967. Donc Emma Cheney, la première licenciée S-Sciences. On voit dans les journaux que soit elle apparaît, son exploit apparaît dans un petit encart dans les faits divers, soit ça apparaît carrément en post-scriptum dans une simple phrase où il est marqué Mademoiselle Emma Cheney vient de passer devant la faculté de Lyon les examens de la licence SC. C'est pas à Lyon, c'est à Paris. Voilà. Elle ne fait pas débat, cette femme scientifique. Elle est tellement rare que, en fait, on s'en moque, contrairement aux femmes médecins, justement. Rappel historique. 68, donc Emma Cheney. 68, il n'y avait pas encore d'enseignement secondaire pour les jeunes filles. L'enseignement secondaire pour jeunes filles va être créé en 80. Mais si on parle des études scientifiques, on peut parler aussi
parce que ça n'a mené à aucune profession, puisqu'il n'y avait pas d'enseignement secondaire, ou très peu développé. Donc, ce n'est qu'à partir de 1977 et la création des bourses universitaires qu'on commence à voir un petit peu d'étudiants en lettres et en sciences. En 1980, l'enseignement secondaire pour filles est créé et va se développer les collèges et les lycées pour jeunes filles, mais parallèlement va aussi se développer de nombreux collèges et lycées pour garçons. On va avoir une expansion du système secondaire. En 1997, on a la création du doctorat d'université qui va changer énormément de choses, puisqu'on va créer notamment en médecine, en droit, mais aussi en sciences, deux sortes de doctorats. Un pour la médecine et le droit on est docteur, mais on n'a pas le droit de pratiquer dans le pays où on a reçu ce titre. Mais il est reconnu dans le pays d'où on vient. En fait, il est fait pour que ces étrangers qui sont très nombreux et qui forment une grande partie de la population estudiantine retournent dans leur pays et ne s'installent pas en France. Ensuite, en 1923, on a la création du titre d'ingénieur-docteur qui arrive assez tardivement, puisqu'il vient combler une lacune et qui existe déjà dans d'autres pays, en Suisse notamment, une lacune de personnel dans l'industrie chimique qui se développe, et dans l'industrie autre que chimique, mais surtout chimique, qui se développe, d'ingénieurs performants. Alors, ce petit rappel historique pour vous montrer que les études scientifiques n'allaient vraiment pas de soi pour la période. Malgré tout, jusqu'en 1904, alors qu'on a, je crois, je vais peut-être dire des bêtises, entre 200 et 300 thèses de doctorat soutenues par des femmes en médecine, à la faculté des sciences, nous n'en voyons que 7. Alors il en manque peut-être une ou deux passées dans d'autres facultés. Je n'ai pas encore fait tous les catalogues de toutes les facultés. Donc voilà. Mais on s'aperçoit que Marie Curie n'est pas la première docteure en sciences. On a Amélie Lebois en 88, Bignon et Klunk, Dorothée Klunk, en sciences mathématiques, premier doctorat. Dorothée Klunk dirigera un bureau des longitudes à l'Observatoire de Paris dès 93-96. Et d'autres qui ont été totalement oubliés de l'histoire. Alors, pour vous montrer aussi que les sciences n'allaient pas de soi, je vous ai fait une comparaison avec la médecine. En 1995, il n'y avait que 776 étudiants inscrits à la faculté des sciences. Je parle d'inscription post-baccalauréat, puisque le baccalauréat se passait à la faculté aussi à cette époque-là. Contre 4369 à la faculté de médecine. Donc il est normal qu'il y ait peu aussi de femmes, moins de femmes en sciences qu'en médecine. Par contre, avec le développement des industries, notamment de l'industrie de chimie de synthèse, les médicaments, les colorants et toutes ces industries-là de fin 19e, début du 20e siècle, la progression va être très rapide. Alors, toutes ces étudiantes qui rentrent à la faculté de sciences de Paris, même si elles ne sont pas très nombreuses, elles rentrent vraiment dans le mouvement d'un besoin économique et social. Nous avons peu de gens diplômés, l'industrie en a besoin, la recherche en a besoin, nous sommes aussi dans la période d'expansion universitaire, il y a besoin de personnel dans les labos, la population française est illettrée, je n'ai pas dit analphabète, j'ai bien dit illettrée, la différence. Donc, les femmes sont les bienvenues dans les laboratoires. Et elles apparaissent vraiment comme une normalité. Après les études, elles se dirigent soit vers l'enseignement, soit vers l'industrie, soit vers la recherche. Et là aussi, il n'y a aucun souci pour que des femmes deviennent directeurs techniques de telle industrie. Alors, qui sont ces étudiantes? Donc leur nombre déjà, ce tableau représente la différence entre les étudiantes étrangères et françaises en sciences à Paris. En quoi il est intéressant, j'aurais dû vous le mettre celui de médecine, c'est parce que celui de médecine, on s'aperçoit que la
population des femmes en médecine peut aller jusqu'à 87% d'étudiantes étrangères. Il n'y a pas de Françaises beaucoup en médecine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement secondaire. Il faut que ce soit des femmes qui soient formées par des précepteurs chez elles. Quand on va créer l'enseignement secondaire en France, le certificat d'études secondaires qu'on va créer pour la fin des études secondaires n'est pas reconnu comme un équivalent baccalauréat. Donc elles sont obligées de passer un autre diplôme qui est le baccalauréat masculin. Alors que les certificats d'enseignement secondaire des étrangères, notamment des pays de l'Est, est reconnu comme équivalent baccalauréat en France. Pourquoi? Parce qu'il y a les enseignements de latin et grec. Donc les étrangères qui ne peuvent pas, dans leur pays, aller à l'université, viennent toutes en France. Et c'est une tradition qui va se perpétuer jusqu'à la Première Guerre mondiale, même quand leurs propres universités vont s'ouvrir. La culture française, l'université française, est reconnue jusqu'à au moins la Première Guerre mondiale, surtout dans les pays de l'Est. Par contre, en sciences, il est différent, puisque, comme je vous l'ai dit, on commence à avoir des vrais étudiants dans les années 80-90, mais les chiffres commencent en 94 exactement. On commence à avoir vraiment des chiffres en 94 pour les femmes. Et on s'aperçoit que les Françaises sont tout de suite plus nombreuses que les étrangères. Pourquoi? Parce qu'il y a une professionnalisation immédiate qui s'est créée avec l'enseignement et l'industrie. Donc, les jeunes femmes françaises, quand elles commencent à pouvoir être diplômées, passer elles-mêmes le baccalauréat masculin pour rentrer à la faculté, eh bien, au lieu de se diriger vers des études qui sont devenues très longues, très coûteuses, qui étaient déjà très longues, très coûteuses, mais il n'y avait que celle-là qui amenait à une profession, c'était la médecine, maintenant, elles se dirigent vers les lettres et les sciences, et surtout les sciences, parce qu'il y a l'enseignement secondaire, il y a un besoin de professeurs et il y a un besoin d'ingénieurs, de techniciens performants dans les industries. Et on le voit très bien. On voit aussi que cette question de 1915 n'a eu aucun effet sur les femmes françaises. Par contre, toutes les étrangères repartent dans leur pays et reviendront très peu en France étudier, bien moins. Alors, ce que je vous ai raconté là, c'est évidemment le cas de Maria Sklodowska, qui est étudiante, et de sa sœur Bronia, puisque sa grande sœur Bronislava veut faire médecine. Alors l'histoire de l'entrée des femmes dans les universités dans les pays de l'Est est très chaotique. Elles peuvent passer les grades, elles peuvent assister au cours et passer les grades, après elles ne peuvent plus passer les grades, mais elles sont quand même admises au cours, après on leur ferme carrément les portes, après on les réouvre. Donc selon les universités, c'est à 2-3 ans près, c'est très difficile. Puis surtout, les Polonais et les Russes ont pour tradition de venir en France. Le français est la langue de la bourgeoisie russe et polonaise. Il ne faut pas l'oublier. Donc, Bronislava prévoit de venir en France faire ses études de médecine. Quand elle vient en 87, on a des chiffres. Sur 114 étudiantes en médecine, 90 sont russes et polonaises. Marie Curie, quand elle arrive en 91, évidemment, elle va se destiner aux sciences, ce qui est déjà plus rare, puisque les étrangères vont plus en médecine qu'en sciences. Elle choisit les sciences, mais évidemment, elle n'est pas toute seule. Là, vous pouvez la voir sur cette photo, elle est ici. Elle appartient à toute une communauté estudiantine, russe et polonaise, qui sont à Paris, dans le 13e arrondissement. Alors, pourquoi cette tradition russe et polonaise pour venir en France? Surtout polonaise, parce que déjà Napoléon Ier avait passé des accords avec la Pologne, mais surtout Napoléon III avait aussi passé des accords avec la Pologne, et certains étudiants polonais étaient dispensés des frais d'inscription à l'université quand ils étaient méritants. En plus, la France apparaissait pour les réfugiés politiques comme une terre d'asile. Donc il y a toute une communauté masculine dès la première moitié du XIXe siècle
et qui va se renforcer à la deuxième moitié du XIXe siècle, de polonais à Paris, dans les universités, et dont Maria Sklodowska et sa sœur Bonia font partie. Alors, Maria Sklodowska est devenue Marie Curie en 1995, évidemment, vous savez, en épousant Pierre Curie. Là, si on peut parler parfois de choses anecdotiques, où elle s'est mariée, elle a eu des enfants, etc., dans ce cas-là, ce n'est pas loin d'être, c'est loin d'être anecdotique. Parce que sans Pierre Curie, il n'y aurait pas eu de Marie Curie. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est Pierre Curie qui lui procure un laboratoire. C'est Pierre Curie qui lui procure des instruments scientifiques adaptés à ses recherches. Et c'est ensemble qu'ils vont faire la découverte du polonium et du radium. Ce n'est plus pas la découverte de Marie Curie, mais c'est la découverte de Pierre et Marie Curie. Alors, c'est un laboratoire qui est à l'école municipale de physique et chimie, de Lomont, où Pierre Curie est d'abord chef de travaux, et quand il rencontre Marie Curie, qui doit travailler sur les propriétés magnétiques des minéraux, évidemment, il va proposer à Marie Curie de venir faire ses recherches dans son laboratoire. Contrairement à ce que aussi l'histoire peut raconter, l'école municipale de physique et chimie est dirigée par Schützenberger. Paul Schützenberger est un grand scientifique chimiste alsacien qui accepte immédiatement la présence d'une femme dans son établissement. Il ne la paye pas en plus, donc pourquoi il ne l'accepterait pas? Elle est bénévole, elle fait sa thèse. Alors, Marie Curie, quand elle est venue en France, Maria Sklodowska, quand elle est venue en France, elle s'est inscrite sous le nom de Marie Sklodowska. Elle a francisé son prénom comme le faisaient toutes les jeunes filles de l'Est. Et elle devient Marie Curie en 1995. Mais elle avait cet objectif au départ d'avoir ces 2 licences pour retourner dans son pays pour être enseignante. C'était son objectif de départ. Alors, ce n'est pas le mariage qui va l'éloigner de cet objectif. Dès qu'elle se marie, elle s'inscrit pour passer l'agrégation féminine de mathématiques afin de devenir enseignante. Elle l'obtient en 1996 et juste après, elle tombe enceinte de leur premier enfant, Irène. En 1997, Irène naît. Et c'est juste après que Marie Curie décide de se choisir un sujet de thèse et de faire des recherches sur ces minerais uraniques que Becquerel vient de découvrir et qui émettent des rayonnements, on ne sait pas lesquels, on n'arrive pas à les mesurer, on ne sait pas d'où ils viennent. Et donc Marie Curie choisit pour ce sujet de thèse. Alors ceux qui ont suivi la visite d'idées, je suis désolée, je répète un peu, mais tant pis. Voilà. Le souci qu'a Marie Curie dans cette recherche d'identification de ces nouveaux rayonnements, c'est le fait que l'instrumentation de l'époque n'est pas adéquate pour mesurer de faibles intensités. Et c'est là que le génie de Pierre Curie arrive, puisqu'il abandonne toutes ses recherches pour mettre à sa disposition non seulement un instrument qu'il a lui-même inventé avec son frère Jacques, qui est le corps piezoélectrique, mais aussi pour l'assembler à 2 autres instruments déjà existants, afin que Marie Curie puisse mesurer de faibles intensités des rayonnements. Alors, c'est la découverte en 2 mots, c'est simple. Elle pose le minerai uranium, elle mesure l'intensité, elle enlève par procédé chimique, elle enlève l'uranium de ce minerai-là, elle prend ce qui reste, elle remesure l'intensité, et là, elle s'aperçoit qu'il y a une forte intensité. Par déduction, ils viennent de découvrir le polonium et le radium. Leur découverte ne fait absolument pas presse à ce moment-là, puisque c'est une découverte théorique, mais en 1903, ils reçoivent le prix Nobel de physique qu'ils partagent avec Henri Becquerel. C'est à ce moment-là que l'université va s'intéresser à Pierre et Marie Curie. Pierre Curie va être nommé professeur de la Sorbonne en 1904 et Marie Curie chef de travaux. Donc là, elle va être rémunérée par l'université comme chef de travaux. 1904, en tant que professeur, il faut un laboratoire d'enseignement à Pierre Curie, là où il pourrait recevoir des élèves.
c'est le laboratoire rue Cuvier. Il est trop petit, l'université va l'agrandir. Les travaux commencent en 4 et en 6. Au moment où ils sont finis, Pierre Curie décède. Que faire de la chaire de Pierre Curie et de son laboratoire? Il est évident pour les tenants du pouvoir universitaire, qui sont des amis, du moins qui font partie du cercle intime des Curie, et qui connaissent la valeur scientifique de Marie Curie, que la chaire de Pierre Curie et son laboratoire doivent revenir à Marie Curie. Il n'y a eu aucune opposition pour que Marie Curie devienne première femme directrice d'un laboratoire de recherche universitaire et première professeure. Alors, elle n'est pas professeure immédiatement en 6. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle se juge, et il la juge à juste titre, inapte à combattre les autres candidatures si on déclarait la chaire de Pierre vacante. Elle est trop affaiblie par la mort de son mari. Et en plus, l'enseignement, ça ne l'intéresse pas. C'est le laboratoire qui l'intéresse. Donc, elle deviendra professeure à la Sorbonne en 1908. Pendant 2 ans, elle est chargée du cours et on sait que quand on va libérer la chaire, eh ben, c'est le chargé de cours, par tradition, qui l'occupe. En 1908, Marie Curie devient donc la première femme professeure universitaire. Je vous ai dit que ce n'était pas la première enseignante, puisque si on se rappelle bien, Marie-Paul Carpentier a donné des conférences à la Sorbonne en 68, et Clémence Moyer en a donné aussi en biologie et en... j'ai oublié le deuxième. Et je crois que c'était en astronomie. Alors, Marie Curie hérite d'un laboratoire agrandi où il faut recevoir des élèves et les former. Pendant les 10 années de ce laboratoire de Cuvier, c'est-à-dire de 1906 à 1914, Marie Curie va recevoir 10 femmes, oui, j'allais les compter, j'avais oublié que j'avais noté le chiffre, elle va recevoir 10 femmes dans son laboratoire. La première arrive dès la rentrée scolaire 1906-1907, c'est Ariel Brooks. Ariel Brooks lui est envoyé par qui? Par n'importe quel physicien, Ernest Rutherford. Il existe à ce moment-là 4 laboratoires de recherche dans le monde en radioactivité. Vous avez McGill au Canada avec Ernest Rutherford, vous avez Thomson à Cambridge, et après ça sera Rutherford à Cambridge. Vous avez Stephen Meyer à Vienne et Marie Curie à Paris. Et ensemble, ils vont se coopter tous les étudiants. Il va se créer un réseau où les étudiants vont aller d'un laboratoire à un autre. Donc, Harriet Brooks est l'étudiante fétiche de Rutherford, la première femme à travailler dans un laboratoire de recherche sur le nucléaire. Elle est assez connue au Canada. Ensuite vient Hélène Gleditch, qui elle devrait venir juste pour quelques mois, parce que Marie Curie n'a pas la place. Comme elle n'a pas la place et qu'elle a refusé de recevoir Hélène Gleditch, alors c'était Böttcher, le mentor d'Hélène Gleditch, qui lui demande de l'accepter. Böttcher va carrément venir de Norvège à Paris pour convaincre Marie Curie d'accepter son élève. Böttcher est un scientifique, certes, un petit peu connu par Marie Curie, mais il n'a pas l'aura de Rutherford. Marie Curie va céder, et Hélène Gleditch restera 5 ans et reviendra régulièrement. C'est elle qui déterminera la demi-vie du radium. Alors, si vous regardez tous ces noms, c'est surtout les pays. Et là, vous vous apercevez que parmi les étudiantes jusqu'en 14, il n'y a que 2 françaises. Lucie Blanquès, qui est là pour préparer les diplômes préparatoires, ce qu'on appelle les diplômes d'études spécialisées, qui étaient en fait préparatoires au doctorat, et qui deviendra agrégée de sciences. Elle se destine à l'enseignement. Et puis, il y a Suzanne Beg, d'ailleurs, j'ai sa date, maintenant c'est 86. Suzanne Beg, qui est une étudiante qui se destine à passer un doctorat et à faire de la recherche en chimie. Alors, 10 étudiantes, c'est déjà pas mal, mais comme vous voyez, elles ne sont que 2 sont inscrites à la faculté, toutes les autres ont déjà des diplômes de leur pays et viennent chez Marie Curie pour apprendre une expérience, une manipulation, et ensuite rapporter ce savoir au laboratoire où elles viennent. Alors,
simplement parce que pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, tous les hommes du laboratoire sont mobilisés. Tout sauf un, qui est Rago, son mécanicien, qui est très jeune, qui a des problèmes cardiaques, et donc il ne va pas être mobilisé. Tous les étrangers, eux, repartent dans leur pays, les femmes y compris. Donc Marie Curie se retrouve toute seule avec Suzanne Veil. Aussi, pendant la guerre, 3 autres femmes vont la rejoindre. Madeleine Monin-Moulinier, Irène Curie, sa propre fille, et Marthe Klein, qui sera l'épouse de Pierre Weiss, un très grand chercheur à Strasbourg dans le nucléaire. Ces femmes viennent rejoindre Marie Curie, non pas pour travailler sur la radioactivité au départ, mais pour former des infirmières à l'utilisation d'appareils radiologiques, de façon à ce que ces femmes puissent les utiliser dans les hôpitaux militaires sur le front. Elles-mêmes ne vont pas à Paris-Rennes au début, ne vont pas aller dans les hôpitaux de campagne comme Marie Curie, mais vont être engagées plutôt en 17 pour former ces infirmières directement à l'Institut du Radium, mais en relation avec le nouvel hôpital d'infirmières, hôpital-école infirmière, qui a été créé par Nicole Gérard-Mangin et Antoine Béclair, qui s'appelle l'hôpital Odile Cavell. Donc ces femmes, même si elles viennent pour former les infirmières, elles ont déjà au moins une licence. Et on voit l'impact de la Première Guerre mondiale sur le travail scientifique des femmes, parce que si vous voyez là quand même, il y a une pointe, une progression nette qui se déroule durant la guerre, entre une phase de 108 étudiantes françaises en 1910 à 218 en 15. Il est évident que si la Première Guerre mondiale n'a eu aucun impact sur le travail en général des femmes, et notamment des ouvrières ou des paysannes, puisque dès que les hommes sont revenus, on les a licenciés des usines ou on les a remis à leurs tâches qu'elles faisaient déjà de toute façon avant dans les campagnes. Pour le travail intellectuel et scientifique des diplômés, il y a eu un impact certain de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Imaginez que sur les 100 000 infirmières de la Première Guerre mondiale, 70 000 étaient bénévoles, n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Ces jeunes filles qui, au départ, étaient destinées à rester dans leur foyer et à attendre le mari, là, elles découvrent une indépendance certaine. Et surtout, elles doivent elles-mêmes se prendre en main et agir et se sentir socialement utiles. Il est hors de question pour toutes ces femmes, au sortir de la Première Guerre mondiale, de retomber dans la situation dans laquelle on voulait les cantonner avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est là où la Première Guerre mondiale va avoir un impact flagrant. Et on le voit aussi par le nombre de femmes qui sont arrivées à l'Institut du Radium après la Seconde Guerre mondiale. Elles sont 32 à être arrivées entre 18 et 34. Il y a toujours énormément d'étrangères. Pologne, Portugal, Suisse, Autriche, Russie, voilà. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a de plus en plus de Françaises. Adrienne Brochwick, la fille de Cécile et de Léon Brochwick. Catherine Chamier, elle est russe, mais elle va prendre la nationalité française. On a Jeanne Ferrier-Latteste. Des femmes qui rentrent dans le laboratoire et qui ont bien décidé de faire une carrière scientifique et pas forcément se destiner à l'enseignement. Alors, l'Institut du Radium, il y a de plus en plus de femmes, mais il y a aussi de plus en plus d'hommes. Et j'aime beaucoup cette photo qui date de 1930, parce que sans le vouloir, c'est qu'une partie de l'équipe, et sans le vouloir, il y a 6 femmes et 6 hommes. Voilà. Malgré tout, on peut voir l'évolution du nombre de femmes et on s'aperçoit qu'il est bien moindre que celui des hommes. Marie Curie ne choisit pas du tout ses collègues, à l'époque elle disait travailleurs. On était travailleurs du laboratoire, que l'on soit technicien, secrétaire ou chercheur, on était travailleurs et travailleuses du laboratoire.
et elle ne choisit pas ses travailleurs en fonction du sexe. Ça, c'est certain. Alors, on s'est posé la question si justement elle les choisissait selon le sexe et quels étaient ses critères de sélection. Alors, non, les critères d'accession au laboratoire de recherche de Marie Curie sont exactement les mêmes que dans n'importe quel laboratoire de recherche, qui sont la recommandation, qui vous envoie dans le laboratoire, très important, les diplômes, l'expérience et le sujet de recherche. Et toutes les lettres de refus que Marie Curie écrit pour recevoir tel ou tel élève féminin ou masculin, c'est soit que le sujet de recherche est mal défini, soit qu'ils n'ont pas assez d'expérience, soit qu'ils n'ont pas la recommandation nécessaire. Alors, pour exemple aussi, pour vous faire une comparaison, il y avait moins de femmes dans le laboratoire de Marie Curie, proportionnellement aux hommes, qu'il n'y en avait à la faculté des sciences à l'époque. Il y avait 28% de femmes entrantes à la faculté des sciences, et je crois que l'on est à 23% dans le laboratoire de Marie Curie. Il y avait plus de femmes dans le laboratoire de Stephen Meyer à Vienne que dans le laboratoire de Marie Curie. Ce qui montre bien qu'il n'y avait aucune volonté sexiste de choix des personnes. Alors, en montrant l'image unique de Marie Curie comme femme scientifique du début du siècle dernier, on participe aussi à la construction d'un profil de la femme scientifique bien défini, comme je vous l'ai dit, alors qu'on oublie et qu'on occulte toutes celles qui étaient à côté et surtout dans les autres pays. Et ce profil, comment il va se définir? Eh bien, on va faire référence à la pauvreté des origines de Marie Curie, ce qui est déjà totalement faux, puisque Marie Curie est issue d'un milieu, certes économiquement pas très aisé après la mort de sa mère, puisqu'il y a un revenu en moins, mais avant, il y avait quand même 2 revenus d'enseignants, dont un directeur d'école. On va faire référence à un féminisme. Il a fallu se battre pour pénétrer un monde d'hommes. On a vu que, en fait, les femmes étaient très bienvenues dans les laboratoires parce qu'elles venaient supplanter un besoin économique. On va parler de carrière lésée, toujours, et d'une dévotion particulière à la science. Marie Curie s'est dévouée à la science, elle s'est sacrifiée à la science. Et généralement, on parle aussi d'un sacrifice de sa vie privée. Alors, moins pour Marie Curie, parce qu'il y avait ses enfants, elle était mère, puis on raconte qu'elle voulait toujours coucher elle-même ses enfants. Donc là, elle apparaît plus comme une exception. Mais normalement, la femme en sciences doit se dévouer entièrement à ce qu'elle fait. Alors, ces stéréotypes sont très persistants et encore aujourd'hui. Concernant les origines sociales, je vous ai dit, il y a cette histoire d'image très forte de la pauvreté des origines de Marie Curie, mais on dit aussi que la science ne s'inscrit pas dans les catégories traditionnelles de la bourgeoisie, et elle est en revanche un élément favorable à l'ascension sociale des milieux les moins favorisés. On parle aussi d'appartenance de la femme scientifique à la nouvelle classe moyenne inférieure. Je vous ai montré les chiffres. En France, il y a 0,46% de la population masculine qui a des diplômes supérieurs. Il est impossible que ces femmes viennent, à part quelques exceptions, Apolline Ramar-Lucas évidemment, viennent de milieux de classes défavorisées. Et on le voit très bien quand on regarde les origines des femmes qui ont travaillé avec Marie Curie. Elles sont toutes filles d'enseignants, de notaires. Et la catégorie sociale la moins élevée que j'ai trouvée, c'était enseignant. Voilà, instituteur. C'est une question qui est importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il m'est arrivé d'être dans des colloques où on affirme qu'il faut amener les filles à faire des sciences. Et là, je pose la question, pourquoi les filles? Et pourquoi pas les 70% de la population qui sont exclues des études scientifiques, du fait que des études scientifiques nécessitent des heures de cours hebdomadaires, 35 heures de cours, et des devoirs, et donc on ne peut pas travailler à côté. Donc il faut avoir des parents qui ont les moyens de payer ces études.
les bourses étant toujours assez faibles. Alors, un profil défini, donc ces classes sociales, on le voit aussi très bien comment on a voulu manipuler les chiffres après la création de l'école publique obligatoire et gratuite, puisque on dit en 1900 que 76% de la population, hommes, des conscrits, toujours, puisqu'on a surtout ces chiffres que l'on a le niveau certificat d'études. Mais en 1930, on ne parle plus de niveau, on va regarder ceux qui l'ont, le certificat d'études. Et là, on redescend à 34%. Donc, il faut s'apercevoir que la réelle démocratisation des études s'est vraiment déroulée post-Seconde Guerre mondiale. Alors, une carrière lésée. Une carrière lésée, je vous ai mis quelques exemples. Blanca Marques a été la première femme professeure du Portugal en radioactivité. Elisabeth Renard a fait une grande carrière aux États-Unis et à Colombie. Hélène Gleditsch est devenue la seconde femme professeure de Norvège dans la même université où elle n'avait pas eu le droit, elle, d'étudier en tant que jeune fille. Margaret von Wrangel, en Allemagne, l'Allemagne lui a construit sur ses plans et pour elle tout un institut de nutrition des plantes après la Première Guerre mondiale. Irene Gotz est devenue, a fait de grandes recherches. Elle a eu un parcours un peu particulier. Elle est devenue une des premières femmes professeurs de Hongrie, mais a émigré en Union soviétique et est devenue traductrice. Bon, je vous passe Marguerite Perret pour la française. Marguerite Perret a été la première femme académicienne correspondante des sciences en 1962 et a découvert le dernier radioélément qui est naturel, qui était le francium. Elle l'a découverte à l'Institut du Radium, juste à côté, sous la direction d'Irène Joliot. Et bien d'autres. Alors, parmi les 45 femmes identifiées, on a des professeurs universitaires, des ingénieurs, des professeurs ou directrices du secondaire, des chercheurs et des professions médicales, sachant que Monin est devenue directrice d'un hôpital de formation d'infirmière. Marc Leblanc a été la première femme médaille d'or de l'internat de pharmacie. Waldemar Bauer a dirigé un hôpital homéopathique au Canada. Par contre, effectivement, on peut quand même parler de carrière lésée si on regarde par rapport à la situation masculine et surtout à la situation sociale. En 1909, nous avons la première loi d'égalité des salaires concernant les enseignants du primaire. En 19, on a aussi, au niveau international, le traité de Versailles qui inscrit le principe d'égalité des salaires sans distinction de sexe. Ah, là, il cherche le Wi-Fi de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on éteint. Donc en 72, on a la loi introduisant l'égalité des rémunérations à travail égal, salaire égal. En 83, on va commencer à parler de principe d'égalité sur la valeur égale du travail. Parce que travail égal, ça veut dire quoi? On va passer à la valeur. Et puis on a toutes ces lois qui vont arriver jusqu'à aujourd'hui où il y a encore des lois en discussion. Donc c'est une longue histoire. Enfin, une dévotion, si on retourne à notre histoire de cliché, une dévotion totale à la science. Marie Curie est montrée là comme une exception parce qu'elle avait des enfants. Et si on regarde beaucoup de scientifiques comme Hélène Gleditsch, comme Marguerite Perret, etc., Catherine Chamier, elles étaient célibataires, sans enfants, et se consacraient entièrement à leur science, soi-disant. Alors, on a ce stéréotype qui est vraiment resté jusqu'à aujourd'hui et qui a un impact assez néfaste sur les jeunes scientifiques d'aujourd'hui, qui remettent toujours à plus loin leur vie privée au profit de l'accomplissement de la carrière, parce que soi-disant on leur dit que les deux ensemble c'est pas possible. Et dans les premiers temps, il était beaucoup plus difficile de concilier une vie familiale normale avec une carrière scientifique. Celles qui se sont mariées ont abandonné leur carrière, ou encore la majorité des femmes qui poursuivent le travail de recherche restent célibataires. Marie Curie est l'exception.
On a même des biographies d'aujourd'hui qui disent que Catherine Chamier a eu une totale dévotion à la science. Donc Catherine Chamier, elle a écrit plusieurs livres de psychologie. Elle avait une activité très importante au niveau religion et notamment des orthodoxes libanais. Donc elle ne faisait pas que de la science. Elle adorait enseigner. Elle enseignait dans un lycée tous les matins. Elle était loin d'être totalement dévouée et, je voudrais peut-être même dire autiste par rapport à la science. En fait, Marie Curie n'était pas une exception, elle a servi de modèle aux femmes de ses laboratoires. Et pour la plupart, se sont mariées et ont continué leur carrière après le mariage, malgré les enfants, et avec les enfants. Pas malgré. Donc Marie Curie n'est pas une exception, mais est plutôt une pionnière ou, si vous voulez, un modèle. Mais je crois qu'il faut vraiment cesser d'utiliser le terme d'exception qui, en fait qu'on ne peut pas, les jeunes ne peuvent pas s'identifier à une exception. Ils peuvent s'identifier à des modèles, pas à des exceptions. Alors, un combat féministe. Oui, si on regarde à l'étranger, Hertha Ayrton était féministe, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a. Hertha Ayrton, c'est elle qui a expliqué ce qu'était le féminisme à Marie Curie en 1912, quand Marie Curie s'est réfugiée chez elle pendant 2 mois. Hertha Ayrton, qui était une grande scientifique, comme je vous l'ai dit, leur fille était à l'heure actuelle en prison quand Marie Curie est arrivée pour faire une manifestation pour le droit de vote des femmes en Angleterre. Marie Curie n'a pas du tout compris la situation et surtout comment Hertha Ayrton pouvait laisser sa fille aller manifester, même pour les droits de vote des femmes. Et Hertha Ayrton a fait la formation, sociale de Marie Curie, même si Marie Curie ne s'est jamais engagée. Je crois que ça a été déterminant justement pour l'engagement de Irène Curie, qui elle était à ce moment-là avec sa mère en Angleterre. Hélène Blégich a essayé plusieurs fois de demander à Marie Curie de venir intervenir dans les congrès, notamment de l'Union des femmes de France, de l'Union des femmes diplômées d'université, l'Union des femmes de France aussi, mais Marie Curie a toujours refusé. Je dirais, là aussi, Marie Curie n'est pas une exception chez les scientifiques. Les femmes scientifiques ne se préoccupaient absolument pas, à quelques rares exceptions, de situations sociales des femmes, d'un combat féministe. Elles n'entraient pas dans les sciences en se disant je me rentre dans un milieu masculin. Déjà parce que ce milieu masculin, comme je vous ai dit au début, il était ravi d'avoir ces femmes qui venaient combler les trous. Mais il y avait dans les mouvements féministes français, si vous regardez d'avant Seconde Guerre mondiale, ce sont des littéraires, des journalistes, des sociologues, des écrivains. Vous ne trouverez, à part Madeleine Pelletier, aucune médecin. Et pour les scientifiques, vous n'en trouverez qu'une, excepté, il y a Clémence Royer quand même avant, il y en a quelques-unes évidemment, il y a toujours d'autres, excepté Irène Joliot, qui elle va profiter de chaque prise de parole en public pour défendre le droit de vote des femmes ou le droit au travail des femmes. Alors, non, Marie Curie n'a eu pas de position féministe et surtout pas en France. Lors de son voyage aux États-Unis, elle s'est permis quelques propos, notamment dans les Women's College, où elle a encouragé les jeunes filles à continuer. Mais pour la France, elle avait déjà subi les attaques des journalistes de la presse pendant l'affaire Langevin. Elle avait déjà subi les attaques de la presse quand elle s'est présentée à l'Académie des sciences. Et ensuite, elle estimait ne pas être compétente dans les questions sociales et que sa compétence était dans les sciences. Donc ça, c'est clair et net. Alors, il faut voir que ce n'est pas une histoire linéaire que je vous ai racontée là. On a vu, il y avait de plus en plus de femmes, elles étaient bienvenues dans les laboratoires, etc. Mais on oublie que l'histoire fait des allers-retours. Et que, par exemple, si les femmes étaient les bienvenues dans les industries et dans les laboratoires avant 30, il y a eu la crise économique de 30. Et en 1935,
il y a eu 91 décrets-lois Laval sur le travail restreignant l'emploi des femmes mariées dans la fonction publique. En 1935, on a essayé déjà, alors par plein de processus, par exemple, pour des fonctionnaires, un homme marié gagnait plus si sa femme était au foyer qu'un homme marié si sa femme travaillait. Au niveau des remboursements, au niveau des maladies aussi. Il y avait comme ça 91 petits décrets pour renvoyer la femme au foyer. En 1936, on se dit un progrès. Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacan, Suzanne Brunswick sont nommées sous-secrétaires d'État dans le gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Et en 1938, la femme peut enfin s'inscrire à l'université sans l'autorisation de son père ou de son mari. Mais en 1940, il y a interdiction d'embauche des femmes mariées par les administrations de l'État et des collectivités, et toutes les femmes de 50 ans doivent retourner au foyer. Donc, il est important aussi, je crois, dans l'histoire de ces femmes scientifiques, de montrer les allers-retours de l'histoire pour montrer que rien n'est forcément jamais acquis définitivement. Je voulais juste vous dire 2-3 mots avant de vous passer ce petit film. L'importance de ces femmes qui ont travaillé avec Marie Curie, elle n'est pas dans leur attitude vis-à-vis des sciences, elle n'est pas dans leur attitude vis-à-vis d'un combat féministe ou pas. L'importance de ces femmes, elle est surtout dans le fait simplement qu'elles aient existé et qu'elles aient servi de modèle et qu'elles aient changé petit à petit les mentalités. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, la femme scientifique comme la femme médecin est devenue une normalité. Alors, parmi les femmes de Marie Curie, beaucoup des étrangères sont devenues les premières femmes professeurs de leur pays. Et ces femmes-là sont largement reconnues comme telles dans leur pays. Il n'y avait pas dans ces pays que Marie Curie. Alors j'espère que évidemment, ça n'a pas voulu marcher. Je vais essayer. Ah, pardon. Il faut sortir du mode projection, je pense. Oui, parce que là, il ne veut pas. Voilà. Je vais mettre le micro. Non, vous n'entendez rien. Mais c'est le micro. Le micro ne marche pas. Il ne marche plus? Non, c'est déchargé. Ouais, je l'avais mis à fond. Ouais. Alors, Irène Joliot-Curie, après avoir reçu le prix Nobel en 1935, donc ils l'ont reçu en décembre 1935, elle a été cherchée début 1936, et juste après, comme quoi elle profitait vraiment de toute occasion de prise de parole en public, elle répond à des interviews, et son discours de Nobel va être « Je suis heureuse si cette distinction peut servir le travail des femmes ». Et c'est juste après les décrets-lois Laval qui, justement, restreignent le travail féminin. Donc, je trouvais assez amusant de vous le passer. Je suis désolée si vous avez mal entendu. Voilà. Donc, pour conclure, les femmes scientifiques, il y en a existé beaucoup. On peut le voir déjà dans le laboratoire Curie, où là, vous avez des portraits de 35 des 45 femmes qui ont travaillé avec elle et qui ont eu toute une importance dans l'évolution de l'Institut du radium, que ce soit donc Marguerite Perret avec sa découverte du francium, Irène Joliot-Curie avec son mari sur la découverte de la radioactivité dite artificielle, mais il y a aussi Jeanne Lattès, qu'on ne connaît pas, qui avec Lacassagne a développer une méthodologie pour que les tissus sains soient protégés au moment
de l'injection des radiations sur les tumeurs, procédé qui a duré plus de 50 ans et qu'elle a découverte et qu'on ne connaît pas, Jeanne Lattès. Pourtant, elle, c'est aussi l'anti-cliché, puisqu'elle est arrivée veuve avec une enfant, elle a continué à travailler, après elle s'est mariée avec un personnage du laboratoire, elle a eu 2 ou 3 autres enfants, elle a continué à travailler, et si elle a dû arrêter le radium à cause de problèmes de santé dus à la radioactivité, Marie Curie lui a trouvé un poste d'assistante de calcul dans le laboratoire juste à côté d'Émile Borel en mathématiques, de façon à ce qu'elle ne soit plus en contact avec la radioactivité. Alors, je ne sais plus où elle est. C'est l'image un peu plus floue. Ah oui, voilà, elle est là. Et alors, je l'aime beaucoup parce que sur toutes les photos, elle sourit toujours. Voilà. C'est assez rare à l'époque. Il y a Sonia Cotel qui dirigeait le service des mesures, qui malheureusement est décédée de la radioactivité. Et donc, plein d'autres. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai dépassé. Bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, comment ça marche par contre? Sur quoi on appuie? Ah, bah, je répondrai là-dedans. Je sais pas. Oui, il y a une question? Ça marche. Ouais. C'était un test. Et ça marche. Donc, il y a une dame qui a revenu en Merci pour cette belle présentation des femmes qui étaient autour de Marie. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment motivé Irène pour se battre comme féministe alors que sa mère ne le faisait pas? C'est justement la formation qu'elle a eue de voir les suffragettes en Angleterre, mais c'est aussi sa rencontre avec Frédéric Joliot, qui lui était un élève de Paul Langevin, qui était un militant socialiste d'abord, communiste après, et il faut dire aussi qu'il était plus facile dans ces milieux-là, c'est là où Irène a eu encore plus de mérite. Dans son milieu, il était plus facile de se dire féministe, puisque on ne se bat pas pour le partage des tâches ménagères, on a des domestiques pour. Donc, hommes et femmes ne se posent pas forcément la question. Les hommes se disent, bah oui, ma femme, elle a le droit de travailler, elle fait des études, c'est un combat que je mène. Alors qu'en fait, c'est un état de fait. Et il y a toutes les conditions favorables pour cela. Donc Irène a été vraiment formée par Herta Ayrton, mais aussi par Hélène Gleditsch, et aussi par d'autres rencontres, et par le fait qu'elle soit dans le rapport de couple au départ avec Frédéric Joliot. C'est elle le nom, c'est pas lui. Elle est la fille de Marie Curie, de la patronne, la fille de la grande scientifique. Donc au début, dès le début, dans leur instauration de couple, elle va se positionner comme étant en fait celle qui porte le pantalon, en gros. Et Frédéric Joliot va lui devoir se battre, et très vite ils vont arriver à un équilibre. Mais dès le départ, elle avait décidé d'être combative, et pas seulement dans le féminisme, je dirais, dans beaucoup de choses. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si Marie Curie a laissé des écrits, ou un livre, ou des rapports, s'il vous plaît. Elle a surtout laissé des écrits scientifiques. Elles sont traitées de radioactivité, elle a été rééditée plusieurs fois. Pour les écrits personnels, il n'y a qu'un écrit qui a été publié aux États-Unis. C'est l'écrit c'est une autobiographie qu'elle a fait d'elle-même à la demande des femmes américaines qui avaient collecté l'argent pour lui offrir le grain de radium. Et on a du mal à déterminer si c'est elle seule qui l'a écrit ou si elle l'a écrit avec la journaliste qui l'accompagnait, Miss Mélonet, dont elle était très très proche.
sa fille, est-ce qu'elle a laissé des écrits? Oui, beaucoup. Alors sa fille, par contre, a laissé énormément d'articles, beaucoup d'écrits scientifiques évidemment, mais aussi beaucoup d'écrits de prise de position, que ce soit sur l'état de la recherche en France, sur l'utilisation, l'utilitarisme qu'on demande à la recherche scientifique par l'État, le manque de subventions sur le droit de vote des femmes. Irène a énormément écrit justement sur diverses questions et sur des écrits scientifiques. Et sur sa mère, est-ce qu'elle a écrit aussi? Elle a écrit un article très peu connu, mais qui est très peu connu parce que c'est Ève, la seconde fille de Marie Curie, qui a écrit sur sa mère et qui a, dont l'ouvrage a été édité dans une cinquantaine de langues, je crois, mais je ne sais même pas qu'il y en avait autant, et qui est encore édité aujourd'hui. Et c'est Ève l'écrivain de la famille. Je crois que nous allons remercier vivement Madame Pijard-Micot de cet exposé vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup. C'est ce que vous attendiez? Oh, tout à fait. Bon, très bien. C'est parfait. Je ne sais pas si c'est une question. Je crois que c'est un duel. Il a un bouton. Oui, j'ai appuyé là et ça Ah, oui, d'accord. il marche en fait, il fallait appuyer là. Je vais enlever ma clé USB et ramener tout de suite mon truc dans mon sac parce que sinon je vais. Moi, j'en suis à la 5e génération de femmes médecins. Vous ah bah alors, Moi, dans votre famille? mon épouse, la grand-mère de mon épouse, est venue d'Ukraine, de Russie, enfin, Ouais. comme ça, en 1908 par là. D'accord. 1908 pour faire ses études de médecine. Et elle a épousé un Français. Non, elle a épousé un Russe. Ah, ils sont Et restés. elle a fait sa médecine et là j'ai la date elle a été exemptée du baccalauréat. Il y a un texte qui lui a permis de faire ses études, elle les a faites et puis elle a eu du mal à exercer, elle n'a jamais été naturalisée, elle avait épousé un Russe en France. Donc elle a eu une fille, ma belle-mère, qui a fait sa médecine, mon épouse Dito, ma fille Dito, et ma petite fille est en 3e année. Bon, alors une communauté bien. Et c'était des Russes. Enfin, c'était des Russes, ma belle-mère, elle était d'origine russe, elle est née en France, elle était française. Elle parlait russe. Oui, mes 3 enfants ont fait russe au lycée. Ah oui. Dans le lycée, il y a un lycée qui est là. Il y a un lycée qui est là. Oui, c'est très pratique. Il y a un Oui, lycée ils ont- russe, là. Il y a un lycée qui s'appelle Henri IV. Ah oui, on fait du russe. Et maintenant, ont tous les on le trois fait du avec, russe. avec une professeure exemplaire. Après, bon, la Oui, génération c'est celle que d'après j'avais a eue moins au collège et suivi. lycée. Et j'ai une tante qui a été scientifique aussi, mais qui a fait une grosse partie de sa carrière à l'Institut de biologie physico-chimique, De Perrin. 11 rue Pierre-Curie, Oui, de Perrin. c'est-à-dire J'aimerais beaucoup que quelqu'un se mette à étudier la population féminine du laboratoire de Perrin. Parce que pour le moment en France, il y a la même étude que moi, mais pour Vienne. Mais pour la France, il n'y a aucune autre étude, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison. Oui, ça serait intéressant de faire jouer les... malheureusement, je n'ai pas de dossier particulier sur elle. Je sais sur quoi elle est. J'ai sa thèse, je crois. Propose-la À la une fin. étudiante qu'elle en Ah fasse. ben là, non, des articles. J'ai pas d'archives.
que c'était spécifique au contexte historique en fait. C'est à cause un petit peu de l'imagiste historique. Enfin, on écartait les temps directement ou Non, moi ça dépendait en fait plutôt du contexte économique et social. On les écartait pas dans le tournant du 19e, 20e. On va les écarter après les crises économiques, après dès qu'il y a un manque d'emploi, dès qu'il y a une crise, de toute façon, c'est les populations féminines et ou émigrées qui prennent en premier. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on voit très bien. Hein? Non, c'est pas normal. J'ai mis les guillemets, vous n'avez pas entendu? Voilà. Il n'y a pas un sac qui tourne par là. Il y a des pays européens qui étaient un peu plus tolérants, je sais pas. Enfin, par exemple, je sais, il y a des cultures où les femmes sont un peu plus reconnues que d'autres. On n'est pas spécialement... Oui, non, il y a eu... ça dépend en fait dans des domaines, ça dépend des périodes. Il y a eu des... par exemple... Pour les pays nordiques, en général, ils étaient quand même plus tolérants. Pas forcément, non. Les pays nordiques, non. L'Allemagne a ouvert ses universités beaucoup plus tard que la France. Ah oui. Ah oui. Mais non, c'est les deux pays qui ont ouvert leurs universités aux femmes. En premier, c'est la Suisse. En 66, c'est la France en 68. Après, il faut attendre plus des années 60, fin des années 70 pour les autres pays. La Russie a ouvert ses universités aux femmes en 62, mais elle ne pouvait pas passer de diplôme. La Suède, la Suède, ça a ouvert début des années 70. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est l'économie qui font les mentalités? Non, pas les mentalités, mais c'est l'économie qui a un impact sur, je dirais, le fait qu'ils fassent se battre ou pas, ou manœuvre. C'est-à-dire que Irène, par exemple, on le voit chez Irène, au début, elle se bat pour le droit de vote des femmes. Voilà. Dès 1935, là, on renvoie les femmes au foyer pour des raisons économiques. Là, elle va changer son discours et elle va dire que le premier droit des femmes est de travailler. Voilà. Donc en fait, avant même de voilà, d'acquérir l'indépendance économique. Vous avez un contact avec Pierre Joliot? Oui. Il était l'élève de ma tante. Mais c'est dur d'avoir des contacts avec Pierre parce qu'il est très souvent dans la Lune. Il est dans la Lune. Voilà. J'ai plus de contact avec sa sœur. J'ai pas de contact avec lui particulièrement. Mais... Je travaille plus avec sa sœur. Ah oui. Voilà. Oui, non, enfin, je l'ai fait. Non, puis Pierre... Je l'ai rencontré il y a longtemps. Vous vouliez... Enfin, si quelqu'un travaille... D'accord. Si quelqu'un travaille sur ce domaine, je suis spécialiste patente, son thèse sur le site ascorbique. D'accord. Mais je ne sais pas le devenir de l'Institut de physico-biologique, voilà, l'IBPC. C'est plus facile. Parce qu'en ce moment, je sais qu'ils sont en restructuration, notamment les bâtiments Perrin. J'ai pas contact. Pour moi, c'est le 11 rue Pierre Curie, c'est le 11 rue Pierre Curie. C'est pas 11 et 13 et c'est pas Pierre et Marie Curie. Vous n'avez pas dépassé 1995 alors? Ah bah non. Bon allez, moi je vais y aller. Merci. Des visites à Fiance-sur-Seine, non? C'était très contente de vous entendre parler de... J'ai quand même une lecture assez dans le poste. Vous savez, il y a des promenades scientifiques dans le 5e, Ah oui, par contre des sciences. la géologie et puis de l'astronomie, il y a 3 thèmes. Mais par contre, scientifiques, je les connais, mais je Parce qu'on est allé une fois au laboratoire Pasteur, puis on a parlé de l'antiquité, je ne me rappelle pas si c'était vous, ça ne devait pas être vous, il y avait quelqu'un qui faisait une visite l'année dernière. Bon, bah merci. Et vous n'avez pas bu, je vous ai... J'aurais...